Accélérateur de start-up, on essaye d'être très insistant à chaque fois sur cette partie accélération parce que depuis le début de l'aventure du bivouac, on avait ce titre-là, sauf que la réalité du terrain faisait qu'on avait beaucoup de projets qui n'étaient pas à la phase de maturité sur laquelle on se concentre maintenant. C'est-à-dire, on attend des entreprises qui sont créées avec un produit, service existant, déjà vendu, avec quelques clients. On n'attend pas un chiffre d'affaires de 500 000 euros, mais on attend déjà quelque chose qui est prêt à vendre. Et avec au moins une personne qui s'occupe du projet à 100%. Donc ce niveau d'exigence, il a affirmé beaucoup plus depuis la dernière sélection qu'on a opérée à l'occasion de l'appel à start-up sur la transition énergétique. Mais auparavant, on avait beaucoup de projets qui étaient soit plutôt en phase d'incubation, soit qui étaient encore en train de chercher leur position sur le marché. Donc de fait, la réalité faisait qu'on nous appelait incubateur. Et je pense que globalement, vu de l'extérieur, les non-initiés, les gens ne faisaient pas bien la même différence. chose. Donc effectivement, il y a expliquer qu'on a ce positionnement qu'on veut affirmer, donc on rabâche et on reprend souvent les gens, même si c'est pas quelque chose de primordial pour eux. Mais pour nous, c'est important d'être vécu comme tel. Et le deuxième point, c'est que la réalité du terrain fait que finalement, on avait d'accélérateur que le nom par rapport au type de projet qu'on accompagnait. Chose sur laquelle maintenant on veut être plus clair dans notre programme d'accélération qu'on appelle Boost. Donc là, tout le monde est bien d'accord, on est avec Voilà. l'accélérateur de start-up. Si on reprend dans l'ordre, dans l'historique, cet accélérateur il a été mis en place par la région, la métropole, mais il y avait aussi des partenaires privés. Oui, donc c'est une volonté d'acteurs impliqués dans le développement économique territorial. Donc comme tu l'as dit, la région, la métropole sont les deux moteurs dans le financement et dans l'implication des autres. Puis Michelin, Limagrin, le groupe Centre-France La Montagne, le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne, Digital League, Engie, EDF et depuis 2017 également la Caisse des dépôts et la CCI qui sont membres, donc qui sont administrateurs et qui apportent au-delà d'un peu de financement du temps homme dans la gouvernance et puis un petit peu de compétences, d'accès à des réseaux, d'accès à des événements, de visibilité, voilà, facilitation sur certains domaines. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde dans la gouvernance. C'est parfois du coup un petit peu complexe en termes de gestion, chose qui, quand vous parlez de la période floue, a été aussi un des vecteurs de flou. Tout le monde autour de la table. Et exactement, donc on a réussi à trouver un mode de fonctionnement commun qui permet d'avoir des moments de gouvernance actés, avec des règles de fonctionnement qui font que quand les gens ne sont pas là, on ne revient pas sans arrêt sur ce qui a été décidé. Le rôle, on l'a compris dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner la start-up qui a commencé déjà à avoir un projet un peu ficelé, à se développer et à accélérer vraiment et à les développer. Mais avant de pouvoir les accompagner, il faut les choisir, les sélectionner, les identifier. Ça marche comment ? Alors on a deux modes de fonctionnement, soit c'est des candidatures spontanées qui émanent plutôt de start-up régionales et qui postulent à entrer au bivouac et en fonction de leur maturité. Jusqu'alors on avait un seul mode de fonctionnement dans un programme qu'on appelait Boost et qui a été remanié en début d'année, qui consistait à être au bivouac, être accompagné. Aujourd'hui, on fait la différence entre des startups qui ont un niveau de maturité qu'on attend, donc dans cette partie accélération, et puis un programme qu'on inaugure, là, qu'on va appeler Basecamp, et qui consiste à permettre de préparer l'accélération, ou alors simplement d'apporter des compétences d'expertise qu'on a travaillé depuis 3 ans en bivouac, et qui vont permettre à des projets d'évoluer en venant chercher plus à la carte ce qu'ils attendent, dans un mode plutôt collectif, alors que le Boost est très concentré sur un accompagnement un pour un, et puis de l'apport d'expertise de notre part, mais surtout on va aller chercher des experts qu'on a qualifiés pour renforcer des éléments qu'on a jugés devant être renforcés chez les startups qui arrivent dans ces programmes. Donc on les passe au crible d'un dossier, puis d'un jury, en fonction d'une appréciation qu'on a nous, et en fonction de l'éligibilité ou pas, on va soumettre ce dossier à des membres du GIP quand il s'agit d'une candidature spontanée. Donc le GIP, c'est la structure juridique du bivouac, donc des administrateurs à qui on soumettra ces dossiers en donnant notre avis nous. Et puis on a un mode qui est celui qui est le plus visible depuis le départ, qui est des appels à... Avant on appelait ça appel à projet, mais c'était finalement un peu... ça prêtait à confusion pour les gens qu'on adjoignait dans
ces modes de sourcing parce qu'ils pensaient qu'ils allaient chercher des projets. Et parfois ils se disaient ouais mais moi qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que j'aille aider des gens à développer un projet. Donc on a décidé d'appeler ça appel à start-up parce que c'est clairement ça parle de soi-même, c'est-à-dire qu'on cherche des start-up créées et qui vont pouvoir répondre à des problématiques ou à des champs d'intérêt de sponsors qu'on va fédérer autour de thèmes. Donc la formation autour de thématiques, ça on l'a travaillé depuis le départ, sauf qu'au départ c'était en mode on essaye, on voit ce qu'on fait. Donc c'était des événements, c'était des implications qui étaient gratuites pour les sponsors et on avait un mode de fonctionnement, on bâtissait en le faisant, on a affiné comment on travaillait, puis surtout on a affirmé que les sponsors doivent payer, puisque c'est une plus-value qu'on leur apporte en ayant une ingénierie de sourcing, de sélection, une connaissance maintenant affinée sur les attentes qu'on a nous, mais aussi la sécurisation qu'on peut apporter pour des gens qui se disent j'aimerais bien travailler dans cette approche open innovation, seulement soit j'ai déjà testé puis ça n'a rien donné, parce qu'ils ont peut-être testé avec des gens qui n'étaient pas prêts à travailler, qui n'avaient pas de produits prêts à être utilisés ou à être développés en fonction de leurs besoins, ou qui sont partis sur d'autres pistes et du coup ils ont été soit déçus, soit ont perdu à minima du temps ou parfois de l'argent pour certains groupes qui ont, quand le bivouac est arrivé, c'était un peu un début d'une vague de buzz là, avec une mode travailler avec des startups c'est cool, et puis finalement il y en a certains qui ont mis de l'argent et qui n'ont rien fait, et à la fin ils se disent bon finalement travailler avec des startups c'est perdre de l'argent, donc il faut aussi travailler à expliquer que c'est pas des bêtes rares, c'est juste que c'est des entreprises en formation qui ont besoin de trouver comment se positionner sur des marchés, et que à l'inverse il y a des très gros groupes qui ont des process très lourds, qui ont des gens qui peut-être veulent travailler avec des startups pas pour des bonnes raisons, c'est-à-dire parce que la direction l'a demandé et pas parce qu'ils ont quelque chose à réaliser. Donc nous, on essaye de déminer tous ces éléments-là pour faire en sorte que quand on monte un appel à start-up, les gens qui travaillent avec nous sont vraiment là parce qu'ils ont des problématiques à résoudre, qu'ils ont des souhaits et ils sont prêts à travailler. Ça implique du temps, un peu d'argent bien sûr au départ, et du temps. Et en fait, le fait de faire payer permet justement d'éviter ces écueils, d'embarquer des gens dans une aventure qui sera juste tournée sur le logo et puis à la fin, c'est bien, au revoir. Voilà, donc on a ce sourcing et ça dure 4 à 6 mois entre le moment où on travaille pour faire émaner le thème et le moment où arrivent les startups dans l'accompagnement. Et tu n'as pas précisé, mais on est bien sur du sourcing national. On oui. va chercher au-delà de la frontière Auvergne ou même Auvergne-Rhône-Alpes. On est vraiment là sur des territoires nationaux. On a vu aussi dans la vidéo, alors je n'ai pas précisé, mais tout cet accompagnement, c'est notamment Pierre, quand même, pour le citer, Pierre Méry, qui accompagne les startups au quotidien, même s'il y a toute l'équipe. L'opération, c'est lui, il a le titre de Startup Manager, donc il n'est pas le manager des startups, c'est juste qu'il est la personne qui les suit au quotidien dans le process d'accompagnement. Donc le programme qui est qui a été repensé en tout début d'année, parce qu'on a accueilli une nouvelle directrice qui s'appelle Catherine Chabanon et qui travaillait avant pour la métropole mais qui suivait le bivouac depuis un petit moment, avec qui on a fait un travail en mode un peu commando sur on a besoin maintenant d'avoir une lisibilité assez claire pour les gens qu'on va aller chercher pour expliquer comment vont se dérouler les programmes. Donc c'est des sessions de 6 mois avec un diagnostic maintenant très poussé à l'entrée. On sonde en fait tous les étages qu'on considère être cruciaux dans le potentiel développement de l'entreprise. Et ensuite, on prescrit des parcours, on fait un peu comme un médecin, et les startups cofinancent. Donc c'est aussi un élément d'engagement, parce qu'on a aussi les écueils d'avoir fait des choses qui n'étaient pas payantes pour les gens qu'on accompagnait, et qui du coup étaient vécues comme une option. Donc il y a ces problématiques d'engagement qui étaient assez importantes. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on vérifie comme étant un élément important dans l'accompagnement, c'est bien vérifier que les gens sont engagés avec nous. Et on est membre d'un groupement qui s'appelle La Boussole, qui s'est créé au niveau national, un groupement d'accélérateurs qui a été initié à Paris. Donc on commence à avoir des participants provinciaux, on était les premiers provinciaux à en faire partie. Et on a confronté ces problématiques avec des gens qui ont ou beaucoup plus d'expérience que nous, ou sont dans d'autres villes avec des écosystèmes différents, plus gros, etc. Mais ils ont à peu près tous la même problématique de maintenir ce lien au long cours avec des gens qu'on accompagne, qui sont venus chercher un accompagnement, mais comment les engager, faire en sorte qu'ils se tiennent à ce qu'on leur propose, pas en se disant c'est une option. C'est pas simple, et voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels nous
On considère que c'est un point d'engagement important. Et on le vérifie depuis mars là, avec des startups qui sont arrivées. Elles sont 3 dans ce programme. On a fait toute la période de diagnostic. Maintenant, on vient de signer sur les périodes d'accompagnement avec des expertises, tout en ayant un accompagnement donc, au quotidien, avec Pierre qui l'opère, Pierre qui est pas là parce qu'il est récemment papa, et puis Sandra qui est elle, notre maman, qui suit la vie du campement et apporte un soutien non négligeable sur des aspects du quotidien pour tout le monde qui est ici. Moi je m'occupais jusqu'alors de la partie communication événementielle, donc on a fait beaucoup d'événements aussi pour rendre visible la structure, mais aussi les startups qu'on accompagne. J'ai laissé cette partie qui est à Nolwenn, qui ne peut pas être là parce qu'elle est en formation sur cette fin de semaine, mais qui prend ma suite donc, qui est arrivée fin mai. Et donc je me consacre à la partie développement du bivouac. Voilà. En tout cas, on accompagne tous ensemble avec des experts et Pierre qui suit de manière régulière, hebdomadaire, toutes les startups. Alors justement, ces événements, c'est pour montrer la visibilité du bivouac, c'est aussi pour mettre en avant les startups qui sont accompagnées. Il y a peut-être aussi un rôle un peu d'animation du territoire. Comment ça se développe sur de l'année comme ça? Oui, donc quand on a lancé le bivouac, on avait un enjeu, c'était un premier de visibilité. Il a été vite présent parce que il y avait beaucoup d'acteurs importants dans le niveau économique en local, donc il y avait des attentes et on va dire naturellement assez visibles au départ. Et on s'était dit on va faire beaucoup d'événementiels qui vont nous permettre de connaître notre écosystème local et puis de se rendre un peu visible au-delà des frontières de ce périmètre Clermontois-Auvergnat. Donc on a lancé ça. L'intérêt pour nous c'était d'accueillir des publics différents, de travailler des thématiques qui entraient à la vie d'entreprise, et puis éventuellement ensuite susciter des envies de faire des événements avec nous ici. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement au départ pour venir découvrir le bivouac. Ça permettait parfois quand on accueillait des événements, présenter certaines startups qui étaient en rapport avec les publics qu'on accueillait. Donc ça c'est une des vocations de ce qu'on fait, c'est de générer des potentiels contacts commerciaux en direct ou peut-être par prescription ensuite. Alors ce qui n'est pas tout à fait évident parce que quand tu as à la fois un WOM qui fait du grand public ou un haut plat qui fait du super pointu, comment tu fais? Tu peux pas faire de la masse, donc c'est l'intérêt c'est d'être de ne pas avoir trop de startups à accompagner dans ces programmes Boost. C'est un point de travail pour nous aussi, c'est d'arriver à créer ces rendez-vous business meeting qu'on essaye de lancer sur la fin d'année avec notre volonté, c'est de vraiment faire de la mise en relation qualifiée, pas beaucoup, mais que ça soit vraiment une volonté croisée de se rencontrer entre des startups et des acteurs économiques du territoire, pas uniquement des gens qui sont des partenaires ou des fondateurs du bivouac. Et puis on va évoluer. Ouvrir le cercle, en fait, c'est toujours l'idée. Hein, l'idée c'est ça, et on a maintenant avec le positionnement qu'on a acté en début d'année qui consiste à être sur 3 domaines des 4 que tu citais dans le e-site. Donc Véronique citait dans le e-site. T'étais là. J'ai bien noté. Peut-être que tu te souviens de la place. La personne citée. Plus de monde, donc c'est simple. Et donc là, on n'est pas parti du e-site pour être dans ces domaines-là, mais néanmoins, on se retrouve sur 3 des 4 challenges, c'est-à-dire l'industrie du futur, l'agriculture et la prévention santé. Et donc là, on a un enjeu, on a une stratégie de communication qu'on va redéfinir avec l'arrivée de Nolwenn pour se positionner plutôt sur des présences au national, peut-être international demain, puisqu'on a commencé à le faire au gré d'opportunités comme Movinon la semaine dernière, les conférences des réseaux des villes Michelin, qui nous ouvrent des opportunités de contact affinitaires, puisqu'il y a ce lien qui a été créé avec l'événement qui s'était passé en 2018 ici, 2017. Et puis il y a des nouvelles échéances qui sont arrivées. Catherine était en Espagne en avril là, pour ce qui s'est passé à Victoria. Donc ça nous ouvre potentiellement des portes sur des collaborations internationales. Déjà au national, on va se positionner plutôt sur des événements où on veut être visible. Donc en premier lieu, c'est y participer, puis après on verra si on y est présent en tant que le bivouac, acteur dans ces domaines-là. On était à la ferme Digital Day fin de semaine dernière, on participe à des salons sur des thématiques, donc sur l'industrie du futur, on était au Global Industrie au mois d'avril, et on essaye de participer un maximum à des événements comme ça.
Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on va maintenant être visible comme un acteur de l'innovation pour ces domaines-là, parce que c'est comme ça qu'on sera visible. La réflexion initiale, au-delà de... Il y a un positionnement intéressant pour le territoire, c'est réaffirmer qu'on est un outil au service du territoire. Et donc aller chercher des startups qui portent des innovations, c'est au départ pour répondre à des problématiques d'acteurs présents ici. Et le deuxième point, c'est un marché de l'accompagnement qui a explosé en 3-4 ans, avec une lisibilité complexe pour les startups auxquelles on s'adresse, mais aussi les gens qui pourraient se dire qu'est-ce que peut m'apporter un outil comme le bivouac dans mes besoins, et donc arriver à affirmer une position nationale et réaffirmer les outils qu'on peut proposer nous dans l'accompagnement. Alors ça c'est justement, tu as commencé à le dire un peu, mais les nouveaux enjeux en fait du bivouac pour se repositionner, comme on a déjà dit, et puis aussi peut-être initier avec l'arrivée de Catherine Chavanon, effectivement ça amène forcément des nouvelles idées et une nouvelle émulation, et de se positionner sur des nouvelles thématiques, et peut-être plus aller chercher des startups en fonction des besoins de l'écosystème, des besoins exprimés que vous avez vraiment identifiés. Oui. Donc cette démarche qu'on avait déjà, on avait fait un peu notre test là, fin d'année 2018 sur la transition énergétique, avec des gens... c'était une demande d'acteurs locaux. Ouais, en fait, c'était notre souhait de se dire, ok, ce format, on va faire payer les sponsors, mais il faut qu'on l'éprouve maintenant avec des gens qui seraient autour d'une thématique connexe. Donc on l'a fait avec la transition énergétique, donc avec des acteurs qui étaient déjà présents dans le cercle proche du bivouac. Donc ça a été facile de leur expliquer ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Et ils ont embarqué plutôt en disant, ok, on veut aussi pouvoir tester avec vous. Parce que c'était une thématique large et facile à rapprocher. Oui, et puis on avait des acteurs qui sont dans la gouvernance ou qui étaient déjà impliqués dans ces démarches innovantes. Après, je suis d'accord que si tu veux qu'ils soient sponsors et qu'ils mettent aussi de l'argent dedans, c'est mieux de leur demander ce dont ils ont besoin. C'est vraiment cohérent. Typiquement, c'est pas parce qu'on veut de l'argent qu'on leur demande ce qu'ils ont besoin, c'est parce que si on ne va pas dans ce sens-là, finalement, il y a des gens, on va aller chercher des startups pour mettre en relation des gens qui, s'ils n'ont pas de besoin, vont dire c'est sympa, ils sont très cool, c'est super votre projet. Ouais. Et c'est ce qu'on veut plus en fait. Tu l'as dit aussi avec l'accompagnement des startups, enfin on le dit souvent, ce qui est gratuit n'a pas de valeur en fait, et dans l'idée des gens, dans l'engagement, dans tout ça, c'est vrai que c'est important aussi de mettre une valeur sur les choses. Donc là, donc une réponse à l'écosystème. Et puis, tu as évoqué vite fait la boussole, c'est aussi ça, c'est aller chercher des partenaires, en fait, pour aider à ramener des startups qualifiées, mais aussi peut-être pour apprendre tous ensemble sur une sorte d'intelligence collective. Oui, cette fédération qui est née début d'année, elle est juste le marqueur d'un marché qui se structure, parce qu'il y a eu tout un foisonnement avec des gens qui se disent start-up ou accélérateurs, et ils ont souhaité apporter un peu un bornage sur qu'est-ce qu'on entend là-dedans. C'était donner une définition commune et permettre de rendre lisible à des gens qui voudraient être accompagnés quelle structure propose quoi et comment c'est structuré, qu'est-ce qu'on peut en attendre. D'où cette création, et nous on voulait être dans ce mouvement-là parce que c'est pour nous important d'être visible dans ce réseau-là au niveau national, et ça nous apporte beaucoup pour avoir ces retours d'expérience que je disais tout à l'heure par rapport à l'engagement de start-up ou des sponsors dans des programmes. C'est valable sur plein de choses. On a donc une fois par mois, il y a des retours, un peu des témoignages sur des thématiques différentes. Il y en avait une sur le financement en lien avec l'accompagnement, il y en a d'autres sur les modèles d'accompagnement, sur les méthodes aussi, les outils, il y a peut-être des choses qui évoluent. Donc c'est aussi en construction, puisque c'est né, premier rendez-vous c'était en février, je crois, février ou mars, et on essaye de se tenir à être présent, parce que c'est important, du coup le réseau national, qu'on n'avait pas hyper bien travaillé jusqu'alors, mais maintenant une priorité. Donc hier soir j'étais à Lyon, Catherine était à Paris, on a un déplacement, un ou deux déplacements par mois. Voilà. Donc ça aussi, ça va aider à la visibilité pour qu'il y ait des startups plus importantes ou plus avancées qui s'intéressent au bivouac. Ouais, et puis qu'on soit connu, on voit très bien que ce développement fort qui s'est passé sur les 2-3 dernières années
induisent aussi que, comme une relation commerciale, si on ne connaît pas bien ses clients, si on n'est pas proche d'eux, on n'est pas en notoriété top of mind, et du coup, on parle du bivouac, les gens se disent « Ah ouais, c'est bien, j'en ai entendu parler », mais on n'est pas aussi déclencheur que quand on dit « On s'est vu à tel endroit, et je sais ce que tu fais, et je pense que ce qu'on fait pourrait t'intéresser ». Et on l'a éprouvé. Là, on travaille pour le compte de GRDF, plutôt là en prestation, pour aller faire du sourcing. Donc, ils ont lancé un appel à projet interne. C'est la première expérience qu'ils font sur ce modèle en ayant un appel à projet interne. Ils nous ont interrogés au même titre que d'autres. Donc, on n'était pas juste, tiens, faites la presta. On était mis en concurrence. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ont retenu notre solution. Et on a été chercher des startups vraiment en les identifiant, en leur écrivant, en les appelant. Et du coup, on a reçu des candidatures. Donc, c'est bien. Ça éprouve que on a aussi cette plus-value qui commence à émerger, et c'est le point aussi de travail qu'on a identifié, c'est-à-dire que jusqu'alors on a fait, regardez, on est là, et des candidats sont arrivés, et puis on voit que ce point-là est beaucoup plus dur, et pour nous aussi la qualité doit primer maintenant sur cet aspect quantitatif, et les startups aussi qu'on va chercher sont un peu plus matures, il faut leur expliquer la plus-value, et cette notion de confiance en se connaissant est primordiale. Donc on a un travail au long cours à faire, d'où la présence aussi sur des événements. Si on parle d'actu, alors tu nous as dit l'arrivée de Nolwenn, donc voilà, au poste de communication. Et puis ce flashcamp, justement, c'est peut-être aussi grâce à ces 3 ans qui se sont passés, c'est qu'il y a des startups qui commencent à quitter le bivouac, il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui ont grandi, etc. Et donc mardi, il y a un retour d'expérience avec des startups qui sont à un niveau d'évolution important. Oui, donc le retour d'expérience, c'est un format qu'on avait testé pour la première fois en début d'année. Pas qu'avec des startups du bivouac, on a fait ça avec Digital League, donc c'était Exotic System qui a 15 ans d'existence, un peu plus même. Kalkin, donc qui était existant dans le bivouac, qui est passé au bivouac, qui est toujours là et qui évolue bien. Et Steny Solitude, qui est le fondateur de Perfect Memory, qui est une startup qui, elle, a été précurseur quand ils ont créé, qui sont arrivés à Clermont, et qui maintenant commence à être très bien installée. Sur leur vécu, on s'est dit c'est hyper intéressant, et on s'est dit refaisons-le. Et là, on avait essayé de cibler avec plus de startups du bivouac, donc il y en a 2. On devait avoir Tristan Colombet, qui a dû annuler malheureusement au dernier moment, mais on maintient quand même ce rendez-vous, qu'on sera amené à refaire de toute façon, mais plus ciblé sur effectivement essayer de faire intervenir les startups qu'on a accompagnées. Bah oui, parce que vous avez le recul nécessaire, jusqu'à présent c'était un peu court, mais... Sur le vécu du développement, de la croissance, des problématiques qu'est-ce qui est problématique quand on croit. Et là, comme on a une journée un peu thématisée avec un intervenant sur le domaine financement, levée de fonds avec les capital risqueurs. Il y a d'ailleurs un flash camp le matin à 9h30 sur STEM avec lui, donc tout le monde c'est des formats ouverts, donc tout le monde est convié bien sûr. Puis si vous voulez venir le midi également, on fera un petit focus spécifique sur cette thématique-là, avec 2 formats, du coup, enfin 2 profils très opposés, parce qu'il y en a un qui a été levé des fonds et vient d'en relever, et puis il y en a un qui n'en a jamais levé, et qui est dragué par les fonds. Voilà, donc ce sera intéressant d'avoir leur approche et leur position par rapport à cette relation ambiguë entre justement les capital risqueurs, les startups. Et tu as déjà une idée du programme pour la rentrée, des thèmes Alors on espère que cette idée se concrétisera. On a 2 appels à startups en cours, en maturation, sur un thème, donc un des 3 dont je parlais, qui est le premier, ce serait l'industrie du futur. Mais là, les contacts sont un peu plus longs, parce que là, c'est des gens qui n'étaient pas des proches du bivouac, donc il faut leur expliquer toute notre démarche. Donc c'est des cycles de vente beaucoup plus longs, parce qu'il faut que ce soit des gens qui se projettent là-dedans. Si c'est des gens qui sont affinitaires, et qu'ils arrivent à embarquer des gens chez eux. Donc c'est 2-3 rendez-vous avant de pouvoir dire on y va ou pas. Donc là, j'en suis au 2e rendez-vous avec certains, et il y en a peut-être un 3e. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt, enfin sur ce domaine-là en tout cas, une pertinence avec des gros sites de production autour de nous, avec Michelin qui est une locomotive mondiale sur le domaine de l'industrie, mais finalement, ce n'est pas forcément l'acteur qui sera le premier vecteur de concrétisation, parce qu'ils ont finalement peu de sites de prod ici. Alors que donc, je peux vous dire qu'il y a Constellium qui sera dans l'appel à start-up, qui a un très gros site de prod ici, qui est hyper intéressant à Issoire. Puis on a d'autres acteurs autour
dont je tairai le nom parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau de décision avec eux, mais bon, on espère pouvoir lancer ça. Et puis c'est la machine à café qui en a marre, elle se boit un café toute seule. Et ensuite, on en a un qui nous est arrivé par le biais d'un des membres fondateurs sur une thématique qui est du coup pas trop dans l'air du temps sur le mode Open Inno Startup, mais qui serait hyper intéressante. C'est autour du bois et des arbres. Et si on arrive à sortir ça, là on aura quelque chose de un peu nouveau, je pense, dans ce paysage appel à projet. Et puis très ancré territoire, parce qu'on a, donc je l'ai appris ce matin, on a une modélisation de forêts et de parcelles ici en Auvergne qui est représentative de ce qu'on peut trouver en France. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on aurait un terrain de jeu à l'échelle 1 hyper pertinente et avec des acteurs mondiaux. Donc ça, si on arrive à le sortir, ça serait aussi deuxième semestre et on aurait là 2 thèmes sympas pour du sourcing national et avec des super acteurs. Donc en espérant une bonne attractivité. Voilà. Et pour nous, en termes d'événements, de choses comme ça, on attend la rentrée ? Ouais. Ok. On aura, on est en train de travailler sur un thème en septembre ou octobre sur l'intelligence artificielle avec... Avec Opla, non ? Ah, je croyais que tu faisais aussi. avec Perfect Memory et l'Imagrin. D'accord. Voilà, c'est une personne de l'Imagrin qui travaille sur cette thématique-là, applicable potentiellement dans les domaines agricoles et agroalimentaires. Okay. Et Perfect Memory qui a fondé son entreprise sur ça, mais qui n'en parle pas parce qu'il s'est dit que ça ferait bien, c'est qu'il maîtrise vraiment profondément le truc. Donc ça sera une approche, c'est eux qui nous ont proposé ça en fait. Un jour ils sont venus nous voir, c'est eux qui ont initié en fait leur tour d'expérience en disant Steny aimerait bien pouvoir partager ça parce qu'il a une expérience maintenant un peu poussée sur comment garder le cap dans sa startup, et ça c'est un point qui nous semblait important. Parce que lui, il a dû garder le cap très très fort à des moments où tout le monde lui disait « mais qu'est-ce que tu fous, t'es un ovni, fais du consulting, ça sera plus simple ». Et après, on avait parlé de son expertise technique qui pourrait être intéressante. Donc on s'est dit oui, on rebondit là-dessus. Et au gré de discussions, il y a quelqu'un de l'Imagrin qui nous a dit « moi je suis passionné de ce thème, si vous voulez je peux participer ». On a dit on mêle les deux. Donc voilà, on va faire ça en essayant de banaliser ce thème avec ses intervenants. Super. Donc ça veut dire là aussi, d'acculturer aussi l'écosystème. Ouais. Et puis on sent aussi, tu vois, quand tu dis les gens viennent et se proposent, et cette construction du réseau avec les partenaires qui est vraiment importante et qui commence à porter ses fruits finalement. Ouais, voilà. Enfin, on a été identifié au moins comme pouvant être un vecteur de... Et ça, on peut le faire avec tout le monde. Enfin, dès qu'il y a des thématiques, et on essaye de mettre en valeur, si possible, des startups ou des partenaires. Là, en l'occurrence, c'était un partenaire, l'Imagrin, qui a souhaité pouvoir s'adjoindre à ça. Donc, c'est un peu au gré d'opportunités. Et on va aussi travailler à essayer de faire des choses un peu plus long terme en lien avec les thématiques, des appels à startups, parce que il va falloir qu'on se concentre sur ces domaines qui vont nous prendre pas mal de temps. Super, je pense qu'on peut remercier Clément. Et puis surtout, si vous avez des questions, voilà. Ouais, on peut applaudir. Si vous avez des questions, profitez-en. Parce que... Moi, j'ai une question. Donc, tu dis que vous allez cibler donc, des entreprises plus développées et donc installées géographiquement quelque part. Oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que dans l'engagement, il faut qu'il y ait un temps, enfin qu'elle soit à temps plein en Auvergne, ou est-ce que justement il y a une équipe, la moitié de l'équipe qui peut être en Auvergne et une autre partie qui reste sur le territoire, ou justement c'est cette notion de proximité que vous voulez développer? En fait, la schizophrénie de ce qu'on fait, c'est que on est un outil territorial, sauf que faire déménager des boîtes qui sont déjà installées autre part, on a avéré que c'était pas possible. Ou un vœu pieux pour dans 3 ans, s'ils ont développé un marché qui fait qu'ils se disent c'est énorme, il faut qu'on soit là. L'objectif peut-être qu'on arrivera à atteindre, c'est qu'ils aient des opportunités de marché qui se développent et qui se disent on installe aussi une équipe ici parce qu'il y a des clients autour de nous et que la proximité elle est cruciale. Mais c'est pour ça que ce retournement de vue en se disant on va servir des besoins d'acteurs ici, c'est de se dire finalement les startups elles peuvent être partout. Dans l'accompagnement, on leur demande d'être présentes à des moments clés.
C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être installés ici. Et c'est valable en fait pour des startups qui sont aussi issues locales. Il y en a qui ont déjà des bureaux de part et qui sont rentrés dans l'accompagnement. Je pense à Weather Measures qui sont installés à la Pardieu, qui ont déjà un marché sur le domaine agricole, mais qui développent aussi une offre grâce à ce qu'on a proposé dans le domaine de l'énergie. Donc on leur demande de venir pour suivre notre accompagnement, mais on est sorti de l'aspect, le bivouac c'est un lieu de vie puis d'accompagnement. C'est un outil d'accompagnement qui a une option foncière, et en fait ce foncier il pourra peut-être varier demain, voilà, vous avez tous entendu parler du bâtiment totem qui est une sorte d'arlésienne, mais en l'occurrence on a décorrélé notre vision d'être installé dans un lieu avec beaucoup de foncier, parce que c'est pas notre proposition maintenant finale. Et après tout ce qu'on va travailler sur une localisation ici ou pas, il y a tout un travail à faire avec des gens qui favorisent l'installation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout porter tout seul. On a un outil qui sert une attractivité, une visibilité, mais dans le sourcing national, notre position maintenant clairement identifiée, c'est on va servir des besoins d'acteurs qui ont peut-être une implication ici, qui sont aussi impliqués par ailleurs en France ou dans le monde, et on leur amène des solutions. Si des choses se développent avec des startups et on leur favorise une installation ici, tant mieux. Et après, dans les conditions d'accompagnement, cette réflexion va la mener sur quels sont les avantages qu'on peut amener à des gens qui seraient installés ici versus des gens qui viennent simplement parce qu'ils ont une opportunité de marché. On ne demandait même pas de déposer un bureau ici? Alors si, on demande un établissement secondaire, mais c'est aussi un leurre, quoi. C'est-à-dire, tu déclares un bureau, voilà, ça permet de donner des chiffres, mais c'est pas très pertinent en termes de réelle activité, quoi. Donc, on a toujours prôné ça, parce que le discours très radical et facile à lire pour, au hasard, un acteur politique, c'est de dire on a créé tant d'emplois. Finalement, effectivement, il y avait beaucoup de débats dans la gouvernance autour de ça, en disant mais finalement, on n'attend pas simplement que des mecs s'installent et disent ça y est, on est 5 ici dans un bureau. On apporte aussi des solutions pour des gens qui sont ici, qui vont peut-être pouvoir développer de nouveaux business ou sauver une partie, ou se dire demain, tiens, c'est quelque chose qui va marcher et ça me permet de générer du nouveau chiffre d'affaires, peut-être aussi préserver un certain nombre d'emplois, de production, de commercialisation ici. Et ça, c'est une perception qui commence à être réelle. Puis en faisant cet accompagnement, on fait aussi travailler des gens d'ici, dans l'expertise qu'on apporte. Voilà. Mais effectivement, la notion de tu viens au bivouac, tu es obligatoirement ici 100% du temps, c'est pas réaliste. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas contraignant. Peut-être qu'on devra le devenir sur un certain nombre de points en termes d'installation ici. Mais ça, c'est des choses, maintenant qu'on a acté comment on source, comment on accompagne, qui devront être aussi réfléchies dans une gouvernance qui va évoluer, puisqu'en fait, on est dans une phase 2 du bivouac, avec un GIP qui a été renouvelé pour 2 ans, jusqu'à fin 2020. Mais là, il y a un travail qui va être engagé là, à l'été sur maintenant quelle est la suite qu'on va donner dans le modèle éco. C'est comme ce que vous disiez au départ, hein, il y a aussi une volonté qui était affirmée dès le départ de faire aussi croître la part privée, la part publique diminuera. Jusqu'à quel point on ne sait pas. Et puis de pérenniser. Hein. Ouais, voilà. Donc ce travail aussi de dire on n'est plus simplement un outil qui est une volonté politique, d'avoir un outil de résonance nationale qu'une métropole doit avoir, mais aussi vraiment quelque chose qui sert dans des business. C'est là où on est en train de faire ce travail-là, qui est un petit peu long pour évangéliser. On voit que c'est long. Oui, je rebondis, parce que je disais établissement, c'était un prérequis pour moi, ma boîte, pour m'inscrire à Cap Digital à Paris. Ouais. C'était le seul prérequis, c'était d'avoir un établissement. Et en fait, au bout du compte, tu te rends compte qu'à un moment donné, quand tu embauches les gens sur l'établissement. Donc au moins les déclarations, les cotises, voire le comptable, puis l'expert comptable sont naturellement liés à cet établissement. Ouais. Donc ça peut développer l'économie, même si l'activité est pas centrée. Matière indirecte. Mais il y a certaines subventions que les entreprises peuvent obtenir, ils sont obligés d'avoir un établissement de toute façon ici. Ouais. Donc dans certains cas, ils sont obligés d'en créer. Dans nos conventions, quand on conventionne avec les startups, ça leur ouvre l'opportunité de pouvoir se domicilier, soit leur siège, certains ont fait des transferts de siège, soit l'établissement secondaire. Donc
tu as raison, il y a une réalité après juridique d'activité. Mais bon, ce qu'on cherche, ce serait effectivement avoir une équipe ici et qu'on facilite. Donc tout ce volet-là est un méga chantier qui est un peu plus lointain, en se disant comment on va faciliter la vie des gens qu'on accompagne sur l'aspect trouver des ressources humaines. On travaille beaucoup l'aspect financier. Alors tout l'aspect financement public est assez bien compris et beaucoup d'acteurs sont vecteurs de contact et tout ça se restructure un petit peu, mais c'est quand même ancré. Et en théorie, maintenant, les startups qui rentreraient dans ce programme-là sont plutôt dans une partie où ils veulent maintenant aller chercher le financement d'accélération qui passe la majorité du temps par une ouverture du capital, mais pas que. Donc là, l'expertise financière, on l'a aussi travaillé depuis 6 mois, beaucoup plus, avec des experts qui ont cette vision nationale, avec justement éviter tous les écueils qu'on a connus depuis les 3 dernières années, où des gens vont un peu trop la fleur au fusil voir des financeurs, en pensant que c'est des mecs qui sont à l'écoute et qui seront hyper bienveillants, et puis après on se brûle les ailes. Donc on a appris aussi à travers eux, et ce point-là est le premier point de travail, mais il y a aussi tout cet aspect, comment on arrive à accompagner, à trouver les bonnes personnes dans des postes cruciaux comme le commerce et le développement informatique. Là où non, ils n'aident pas là-dessus. Ils Parce peuvent, qu'il y a une start-up qui travaille sur ces ressources humaines. Mais on n'est pas encore à ce stade de travail, mais c'est un des points finalement qu'on avait identifié dès le début. On avait même prévu sur le site internet qu'il y ait quelque chose, mais on n'a jamais pu l'activer. Donc peut-être dans une... Il y a combien de startups d'ailleurs aujourd'hui accompagnées, il y en a en fait 9. Il y en a une partie qui va partir, là, qui finit, cycle, voilà, qui sont maintenant prêts à voguer. Ils ont levé les fonds, ils ont des équipes qui ont grandi. Et puis il y en a 3 qui sont rentrés. En fait, il y en a une partie qui n'est pas sur le site, donc elle n'était pas visible là. 3 qui sont rentrés dans l'accélération en début d'année. Et puis les appels à start-up qu'on va porter. Il y en a il y en a qui postulent, là, qui sont locales et qui postulent plutôt sur les programmes Basecamp, donc qui vont nous permettre de tester ça en vrai. Et donc là, on attend d'avoir les candidatures. On a envisagé 4. Après, les appels à start-up de fin d'année devraient donner lieu à l'arrivée dans les programmes de nouvelles en début d'année 2020. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir une dizaine, 10-15 startups, quoi. Ouais, alors le roulement annuel, après, c'est en fonction du nombre dans les 2 programmes, entre 10 et 15. Ouais. Voilà. D'autres questions ? J'ai une question, mais elle est peut-être un peu dure. Comment on attire une start-up au niveau national à Clermont-Ferrand ? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que c'est notre problème. Avec tout ce travail de visibilité et de partenariat déjà, mais... Une problématique de toujours. Clermont-Ferrand ne fait pas forcément rêver. Déjà, tu parles pas de Clermont au début. Mais oui, mais enfin, c'est clairement dans la démarche commerciale, tu présentes ton produit avant de dire c'est à Clermont, parce qu'en fait... c'est l'élément qui rebute. Les gens, l'objection première, c'est mais moi je vais pas déménager. Donc effectivement, ce à quoi on s'est confronté au début, c'est donc c'est à Clermont, la gouvernance, elle veut que vous veniez, etc. Ouais, ok, c'est génial. Donc des gens sont venus puis ils se sont jamais installés parce qu'on n'était pas très, on n'est pas cadré là-dessus et en fait c'était pas très bien suivi. Et puis après à chaque fois tu te rends compte que c'est un élément c'est un problème, clairement. Et nous, on est convaincus que c'est une force, mais vu de l'extérieur, c'est pas simple. Et donc, d'abord, tu travailles un produit qui donne plus. C'est-à-dire, tu vas vraiment chercher, ce que je disais, des gens qui sont impliqués, qui veulent travailler dans ce thème, qui ont des vraies problématiques à mettre sur la table et qui seront prêts à travailler avec les startups après. Donc, c'est tout un travail de pédagogie en amont pour dire que quand tu mets le produit sur la table en disant je fais un appel à start-up avec ces gens-là et que quand ça se passe, le retour d'expérience des startups qui ont postulé, qui sont venus, disent ah ouais, c'était vrai, quoi. Ça passe que par là. Donc la réputation que tu dois travailler et puis après tous les éléments attractifs, dire tu as le droit de venir sans être là à 100%. On te demande d'être présent quand même un minimum pour pouvoir bénéficier de la communauté qu'on crée en faisant venir plusieurs startups parce que c'est important, donc ça il faut qu'ils le comprennent. D'où aussi notre exigence un peu plus avancée sur quand tu signes, tu sais que tu dois venir être présent et participer un maximum aux événements auxquels on dit d'être présent.
Et puis ensuite, c'est faire en sorte que quand ils viennent, ils rencontrent des gens qu'ils attendent de voir pour montrer qu'on peut déclencher ces contacts et qu'on est un vrai vecteur de, un, business, parce que c'est des entreprises qui cherchent à développer leur business, et deux, après, de facilitateurs sur plein de points. Et on espère que ça, derrière le premier rideau en disant ouais, c'est à Clermont, c'est que ça soit ah ouais, finalement, Clermont, c'est un vrai facilitateur. Il y a des éléments après de contexte qui sont plus simples, l'accès aux décideurs qui est plus simple, l'aspect des financements, mais le financement, finalement, il y a beaucoup de villes maintenant qui développent des outils de financement parce qu'il y a une guerre des territoires, il faut être clair aussi, il y a beaucoup de sexitude qui passe par j'ai un accélérateur, j'ai des moyens de financement. Et donc après c'est vanter les mérites. Donc on a une chance, c'est que les Auvergnats ont naturellement envie de jouer ensemble versus peut-être Lyon maintenant, parce que cette disparition institutionnelle de l'Auvergne a créé une volonté peut-être d'exister plus ensemble. La marque Auvergne qui a été recréée, finalement elle est un bon catalyseur, et il y a une dynamisation qui est faite qu'on trouve assez intéressante. Et puis, de manière naturelle, finalement, les gens travaillent facilement ensemble. Enfin, nous, on le voit, quand on va voir des gens et on dit on va travailler pour faire développer des choses ici ou avec les acteurs ici, on arrive à mettre autour de la table des gens qui sont concurrents sur le marché. Donc, on espère qu'il y a une alchimie qui se joue autour de, c'est en faveur de ce qu'on peut développer sur le territoire. Donc ça, on doit être ambassadeur de ça, plus que d'autres, mais d'autres le font aussi pour leur territoire par ailleurs. Donc là, tu te frottes à une concurrence nationale là-dessus. Et donc, c'est pas simple. D'accord. C'est pas simple, et tu fais pas installer des gens qui ont déjà une boîte installée autre part, avec du staff autre part, une vie de famille autre part. Mais ça, c'est pas propre à Clermont. Non, c'est Paris versus c'est partout, le reste partout. De la France. Mais le Clermont est moins attirant que le Nantes ou Lyon. ou Bordeaux. Ouais. Mais après, on fait jouer d'autres avantages sur l'aspect, le foncier est beaucoup moins cher. Si tu as du staff que tu embauches ici en base arrière, ils sont beaucoup moins enclins à se barrer facilement parce que la vie est moins chère, la vie est plus simple qu'habiter Lyon ou Paris en termes de transport ou de salaire. Voilà, il y a une concurrence moins lourde, quoi. Mais concrètement, il y a aussi moins de ressources humaines dispo, il y a une spécialité disponible. Ouais, t'as moins d'acteurs, donc il faut Après, y a connaître une ses forces et ses perception, faiblesses. une vue de l'esprit aussi, une vision. Bien sûr. C'est ça, Ah le bouseux, ou le trou du cul du monde, et puis je sais pas ce qu'il y a en fait, donc tu es obligé d'expliquer tout ce qu'il y a. Il faut être beaucoup plus c'est plus de la pédagogue, méconnaissance voilà. parce qu'on a tous de nos amis en fait des gens qui sont arrivés ici un peu à reculons en faisant la grimace et puis qui sont pas repartis parce qu'ils sont bien donc Je me dis, mais je suis curieuse de venir voir ton village. Ouais. Ben voilà. Donc c'est ça, donc après c'est la force de la preuve, c'est-à-dire quand on réussit à faire venir des gens ici, leur montrer qu'on leur permet d'accéder très vite à des gens qui sont accessibles et qui sont volontaires pour faire des choses. Donc d'où l'intérêt nous de bien le sécuriser en amont. Donc on prend beaucoup de temps, et une fois qu'on met sur la table, au moins les gens qui sont là sont prêts à travailler. Et on a constaté à chaque fois qu'on a fait les séminaires de sélection, qui sont des moments de rencontre entre des gens qui viennent de partout en France et des acteurs qui sont impliqués ici, qu'à chaque fois, au moins, même s'ils ne sont pas sélectionnés, ils nous disent « Ouais, génial, on a eu un moment hyper privilégié avec des gens qui sont peut-être pas nos clients de demain, mais nous ont soit donné des idées, soit donné des contacts hyper pertinents, et surtout, qui ont pris le temps de discuter avec nous pendant une journée entière. Ils savent que c'est des gens qui sont dans des niveaux de décision importants dans certaines boîtes, et qui ont été dans ce truc-là. Donc c'est la première matérialisation de ce qu'on arrive à faire un petit peu. Et on a vraiment besoin de développer ça, parce que c'est par là que passera notre attractivité. Avec, en plus de tout ce qui se fera autour. Mais ça, c'est effectivement, comme je disais, on ne le portera jamais tout seul. Donc il faut qu'il y ait une structuration à l'échelle au moins métropolitaine.